Chers confrères, bonjour. Je m'appelle François Diévard, je suis cardiologue à Dunkerque et à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie, lors d'une session commune avec la Société de médecine neurovasculaire, il a été traité d'un sujet, la fermeture du foramen ovale perméable. Pierre Aubry, qui est cardiologue interventionnel structurel à l'hôpital Bichat, a traité de ce sujet. Nous en parlerons lors de cette session uniquement dans le cadre de la prévention de l'accident vasculaire cérébral. Alors, Pierre Aubry, chez un patient qui n'a pas fait d'accident vasculaire cérébral, est-ce qu'il y a des indications, on pourrait dire en prévention primaire, à fermer un foramen ovale perméable? Merci François. Écoutez, pour cette première question, on peut répondre assez facilement. En fait, il n'y a pas d'indication aujourd'hui à fermer un foramen ovale perméable, même si on le découvre de façon fortuite. Bien entendu, si le patient est asymptomatique et si l'imagerie cérébrale est strictement normale. C'est un patient qui n'a pas de séquelles d'AVC, ne doit pas bénéficier aujourd'hui d'une fermeture de foramen ovale perméable en prévention primaire. Alors, question subsidiaire, y compris lors de phlébites récidivantes chez ce patient et d'une anatomie particulière de ce foramen qui laisse penser qu'il puisse être particulièrement perméable? Alors, c'est vrai que ça peut être une question qu'on peut se poser à juste titre. En général, ces patients-là, je pense qu'ils vont d'abord être sous anticoagulants oraux, donc ils seront protégés contre le risque en fait de thrombose veineuse profonde au niveau des membres inférieurs. Et même si vous avez si vous avez découvert pour une raison X ou Y un foramen ovale perméable important, il n'y a pas d'indication formelle. Bien sûr, la situation est complètement différente. Si vous avez en même temps une embolie pulmonaire, bien entendu, dans ces cas-là, la discussion se pose moins et que vous avez en plus fait un accident vasculaire cérébral où là, l'indication est assez formelle de fermeture du foramen ovale perméable. Donc, on est maintenant, deuxième question, chez un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral. Chez quel patient y a-t-il indication, en d'autres termes, jusqu'où pousser le bilan pour que le foramen ovale soit imputé comme étant la cause de cet accident vasculaire cérébral? Alors, bien sûr, cette démarche est extrêmement importante et c'est essentiellement les neurologues, mais en association avec nous, les cardiologues, en fait, qui vont faire un bilan exhaustif qui va comporter, vous savez, d'abord toute l'imagerie cérébrale, ensuite l'échographie transthoracique et bien sûr transphagienne, recherche d'un shunt par les épreuves de contraste qu'il faut absolument faire de façon optimale, et également les neurologues vont bien faire un bilan complet en général biologique, pour rechercher d'autres causes éventuelles à l'accident vasculaire ischémique. Alors, une fois ce bilan fait, c'est en discussion avec le neurologue qui va généralement nous proposer la fermeture du FOP. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que cet accident vasculaire cérébral est dit sans cause retrouvée en dehors de la présence du FOP et que, en termes de probabilité, c'est certainement la cause la plus sûre. Et dans ces cas-là, bien entendu, il faut proposer une fermeture du FOP. Deux questions subsidiaires. À l'heure où on parle d'électrocardiogramme longue durée, donc le 24 heures, le 3-4 jours et puis le 3 semaines. Donc, première question, quelle durée prévoir pour un Holter chez ce patient dans le bilan préalable? Alors, je crois que ça dépend essentiellement du profil du patient. Je pense qu'en général, quand vous avez un patient relativement jeune, moins de 40 ans, il est de bonne pratique de demander un Holter en général de 24 heures, surtout de faire la surveillance en fait lors de l'hospitalisation en neurologie pour essayer de dépister un passage par exemple en fibrillation auriculaire. La situation est complètement différente si vous avez des patients plus âgés. On estime qu'à partir de 55 ans, effectivement, où là, le début de la prévalence commence à augmenter pour la fibrillation auriculaire. Et là, je pense qu'il n'y a jamais d'urgence à fermer un foramen ovale perméable. On peut toujours prendre le temps de rechercher une FA silencieuse. Et vous avez vu sans doute dans les dernières recommandations européennes en fait sur la FA que la recherche justement avec des moniteurs implantables qu'on va laisser au moins 6 mois est peut-être une très bonne décision avant de décider de fermer un FOP. L'autre question subsidiaire, c'est dans l'indication, est-ce qu'il y a des critères morphologiques en échographie, qu'elles soient transthoraciques ou transœsophagiennes, qui incitent plus fortement à fermer ou plus fortement à ne pas fermer? Exact, parce que quand on regarde aujourd'hui les critères d'indication, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un texte assez récent publié par la Société française de cardiologie et par la
Société de médecine neurovasculaire, on voit qu'il y a des critères échographiques anatomiques qui sont retenus. Donc, en dehors, bien entendu, de l'antécédent d'AVC relativement récent, il faut que le FOP soit relativement large, c'est-à-dire qu'un diamètre d'au moins 2 mm, ou associé à un anévrisme du septum interoculaire, ou associé à un shunt relativement important avec le critère qui a été retenu de 20 microbules à l'épreuve de contraste. Donc, effectivement, il existe bien des critères anatomiques échographiques pour retenir l'indication d'une fermeture de FOP. Troisième question, quand l'indication a été bien posée selon les recommandations, quel bénéfice attendre de la fermeture? Alors là, c'est les études randomisées que vous connaissez sans doute, qui ont été publiées en 2017, qui nous apportent la réponse, en sachant, vous savez, que le risque absolu en fait de récidive sous traitement classique antérieur plaquettaire est relativement basse, puisqu'on est à l'ordre de 1 à 2% par an, et que la réduction qui a été obtenue en associant en fait une fermeture percutanée du FOP a permis de réduire d'environ 50 à 70% ce risque-là. Donc, on garde en tête que la réduction est significative sur le plan statistique, mais qu'en valeur absolue, heureusement d'ailleurs pour les patients, le risque de récidive annuelle est relativement faible. Mais lorsqu'on a un patient de 20-25 ans pour lequel on se pose la question, c'est sûr qu'avec les 30, 40, 50 ou 60 ans qui arrivent après, le risque de récidive existe. Et donc, je pense que l'indication dans ces cas-là est tout à fait raisonnable. Et quatrième et dernière question, quelles sont les complications périprocédure et les complications à long terme? Et est-ce qu'il y a nécessité de certains traitements pour prévenir certaines de ces complications? Alors, pour les traitements classiques qu'on met après une fermeture de FOP, il n'y a pas d'études qui permettent de nous dire est-ce qu'il y a un traitement optimal. En pratique, on se colle à ce qu'on réalise actuellement pour la pathologie coronaire. C'est-à-dire que la grande majorité des patients, en fait, vont recevoir une double antigrégation plaquettaire pendant 6 mois et ensuite, on va faire un relais par un seul antigrégation plaquettaire. Les complications procédurales, elles existent, mais il faut savoir qu'elles sont extrêmement rares, en tout cas des complications graves. Dans les séries randomisées dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était l'ordre de 1 à 2% simplement, et essentiellement par des complications en fait vasculaires au point de ponction. C'est-à-dire que les complications neurologiques ou les décès même sont exceptionnels. Ça ne sera jamais le risque zéro, bien entendu. Ça, c'est pour les complications procédurales. Sinon, ce qu'il faut se méfier en post-procédure, c'est, vous savez, le risque de fibrillation auriculaire ou de flotteur oculaire, de tachycystule auriculaire, qui peuvent survenir quelques semaines après l'implantation. Là aussi, le pourcentage est relativement faible, à peu près 5% qui ont été décrites avec des symptômes, en sachant que ce type de trouble du rythme auriculaire, en fait, est transitoire. Ça ne correspond pas à une FA classique et que ça ne nécessite pas une surveillance particulière après la réduction de la FA, souvent spontanée, que ça nécessite des fois quelques semaines simplement d'anticoagulants. Pierre Aubry, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous auriez un mot de synthèse pour conclure? Et je vous laisse donc la conclusion. Je crois que, effectivement, depuis quelques années, on a vu, suite à ces études positives randomisées internationales, en fait, les indications ont considérablement augmenté. En France, pour information, en 2019, on a fermé à peu près 3000 foramen ovales perméables et que ces indications maintenant sont bien validées, que bien entendu soient être réalisées selon des bonnes pratiques avec, je pense, des risques aujourd'hui relativement faibles qu'on peut proposer facilement à ces patients-là, souvent jeunes en fait, ce type de procédure afin de les mettre à l'abri d'une récidive d'accident vasculaire cérébral. Merci beaucoup.